Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Bienvenue dans une nouvelle vidéo qui est vraiment remplie d'informations que je vous recommande d'écouter du début à la fin parce qu'aujourd'hui on va parler du prix du Bitcoin, pourquoi en ce moment on est dans une des 5 meilleures opportunités d'achat de tous les temps selon les indicateurs. Aussi, on va parler de pourquoi justement j'ai racheté des cryptos dans les derniers jours. On va parler bien sûr de la Fed, des décisions que cette poignée de personnes prend et qui affectent complètement l'économie mondiale. On va parler de récession, on va parler de Taïwan, le conflit qu'on parle en ce moment dans les médias entre la Chine et les États-Unis, et de comment on peut interpréter tout ça, parce qu'on le sait que lorsque les médias nous mettent quelque chose devant les yeux, c'est souvent pas la réalité. Et là maintenant, on a une potentielle nouvelle crise devant nous, donc on va regarder ça ensemble. Donc si le contenu de la vidéo vous intéresse, mais s'il vous plaît, mettez un like sur la vidéo, c'est vraiment important pour l'algorithme, pour supporter mon travail, et écrivez-moi un commentaire à savoir qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui se passe en ce moment, et est-ce que vous pensez que c'est un bon moment pour acheter des cryptos? Et avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas encore une fois que je ne suis pas conseiller financier, je ne suis qu'un gars dans son bureau qui parle de crypto-monnaie, et encore une fois, je vous parle de mes propres décisions lorsque je fais une vidéo et je prends mes propres décisions avec les éléments que j'ai devant les yeux et ça se peut que demain, la décision que j'ai prise aujourd'hui n'était pas la bonne s'il y a un élément qui change, mais pour l'instant, je prends des décisions avec les cartes que j'ai devant les yeux. Donc avant de prendre vos décisions aussi, faites vos propres recherches. Donc ceci étant dit, on commence la vidéo. Donc, avant de parler de récession, de la Fed, des taux d'intérêt, de Taïwan, de la crise potentielle qui se prépare, j'aimerais qu'on parle du prix du Bitcoin et des crypto-monnaies et de pourquoi je viens d'acheter de nouveau des crypto-monnaies, comme que je vous ai expliqué sur mon Twitter et mon Telegram il y a quelques jours. Donc, mon opinion sur le Bitcoin, et on se rappelle que le Bitcoin, pourquoi j'en parle, c'est parce que c'est lui qui dirige le reste du marché des cryptos. Lorsqu'il y a de la liquidité qui rentre dans le Bitcoin, ça se propage dans tout l'écosystème. Et maintenant, Ethereum agit un petit peu comme le Bitcoin avant, là, étant donné que Ethereum est de plus en plus capitalisé, il y a de plus en plus de liquidité. Donc Ethereum est une autre porte d'entrée vers les crypto-monnaies. Mais là, parlons du Bitcoin aujourd'hui. Selon moi, on est en bear market sur le Bitcoin tant aussi longtemps qu'on dépasse pas les 28 000 $ sur le Bitcoin. Donc à quoi est-ce que je m'attends? Bon, ça reste la même chose. Je m'attends à voir encore une consolidation qui va durer encore quelques semaines. Parce que qu'est-ce qu'on veut voir si on regarde les choses ici? C'est qu'on veut que le Bitcoin forme une bonne base pour pouvoir aller plus haut par la suite. Et voici des exemples de bonnes bases. Si on met le Bitcoin en logarithmique et en une semaine, on a eu une bonne base ici, lorsqu'on s'est tradé de côté en 2015, là, pendant plus de pratiquement une année, qu'on s'est tradé de côté juste ici. Et ça l'a permis par la suite, la base était tellement solide, les baleines avaient accumulé qu'on a eu une montée qui a duré plus de 750 jours, comme on voit ici. Ensuite de ça, on a eu une belle base qui s'est formée en 2018-2019, qui a duré à peu près 140 jours si on regarde ça ici. Donc la base était plus petite que qu'est-ce qu'on a vu en 2015, et ce qui a fait en sorte qu'on a eu quand même une belle montée pour la suite des choses, mais après on a eu besoin de consolider de nouveau avant qu'on ait la montée vers les 60 000 $. Donc plus la base va être longue et qu'on reste dans un canal de côté, plus le Bitcoin va avoir de force pour une prochaine montée. Et si on se met à monter rapidement tout de suite, ben il y a des chances qu'on revienne tester les bas là, dans les prochains mois. Donc, si on veut une montée qui est persistante, idéalement, il faut avoir une base qui dure quand même plusieurs semaines. Et si on revient sur le court terme, on voit que le Bitcoin est quand même sorti de son range qu'on avait en juillet. Donc, est-ce qu'on va former un nouveau range entre 23 000 et 28 000 $? Peut-être, c'est une possibilité parce qu'on sait qu'il y a quand même une bonne bulle d'air là entre les 23 000 et 28 000 $. C'est une possibilité. Mais encore une fois, il faut faire attention au niveau de l'analyse technique parce que qu'est-ce qu'on est en train de voir ici se former, c'est un bear flag. Et un bear flag, on sait qu'est-ce que ça fait. Le dernier bear flag qu'on a eu, c'était juste ici, vous vous en souvenez. Et le Bitcoin est passé de 48 000 $ jusqu'à 17 000 $. Donc, si on a un bear flag qui se confirme, pour que le bear flag se confirme, on doit voir le Bitcoin fermé en dessous des 20 000 $. Ben là, il y a des bonnes chances qu'on a le visiter
de nouveau les 17 000 $ et après, on s'en parlera rendu là. Donc, à surveiller pour les gens qui aiment surveiller des chartes. Donc, est-ce que c'est un bull trap, donc un piège pour tous les gens qui achètent des cryptos en ce moment, où on a déjà atteint le bas? Ben ça, on va le savoir seulement dans les prochaines semaines. Mais moi, ce que je sais en ce moment, c'est que c'est des excellents moments pour accumuler des crypto-monnaies et j'ai continué de le faire. Je viens de mettre un autre 15% de mes stablecoins dans le marché. Et ça, je vous en ai parlé sur mon Telegram et sur mon Twitter. Qu'est-ce que j'ai acheté? Mais j'ai acheté des crypto-monnaies comme du AV, du Quant, du VRA, du Sandbox, du Atom, encore un peu de Theta et de Theta Fuel. Donc, tranquillement, j'accumule des positions, tout simplement parce que, selon moi, on est dans un des 5 meilleurs moments pour accumuler des crypto-monnaies. Comme on a vu la semaine passée avec le NUPL, c'est arrivé seulement 4 fois dans le passé qu'on a atteint des territoires de capitulation et c'était des moments exceptionnels d'achat. On voit ici tous les moments d'achat. Ensuite de ça, si on regarde le multiple de Puel, qui est au niveau des mineurs et de leur profitabilité, ben encore une fois, c'est la 5e fois qu'on atteint un bon signal. Et ce signal est maintenant. Donc de mon côté, je commence à accumuler maintenant parce que selon moi, si on va plus bas, ça sera pas beaucoup plus bas. Et si on part vers le haut, ben je suis bien content d'être embarqué dans la partie. Et un autre indicateur de bottom qui est complètement ridicule, c'est l'ETF short qui permettait de parier contre le Bitcoin qui est sorti le 21 juin. Ben, on se rappelle que le Bitcoin a fait son bottom le 18 juin. Donc, 3 jours après le bottom du Bitcoin, on a l'ETF short sur le Bitcoin qui est sorti. Vous vous souvenez, c'est la même chose qui est arrivée au sommet du Bitcoin ici. Entre la fin octobre et début novembre, on avait les ETF américains sur les contrats futurs Bitcoin qui sont sortis au sommet du marché. Et là, un ETF short qui sort au bas du marché. Donc, un indice de plus qui nous signale qu'on aurait potentiellement atteint un bas sur le marché. Mais encore une fois, ça, on peut pas en être sûr. Mais de mon côté, j'accumule des cryptos et je le dis publiquement ici. Et on verra ce que ça va donner. Mais selon moi, ça risque de donner des belles choses dans les prochains mois. Et si vous voulez voir la performance du BT, donc l'ETF short sur le Bitcoin, vous le voyez ici, une performance négative depuis ses débuts. Et encore une fois, faites attention à tous ces ETF short, souvent c'est vraiment de la merde. Bon, maintenant, 2 autres chartes avant qu'on aille parler de la Fed, de la récession et de la crise de Taïwan. On a ici le dollar américain. Vous vous souvenez, je vous avais dit que si on dépassait la boîte rouge ici, on allait aller plus haut sur le dollar américain. C'est ce qu'on a vu. Et là, dernièrement, on avait une avancée parabolique sur le dollar américain. Comme vous voyez, les lignes rouges ici, les lignes de tendance, qui sont de plus en plus abruptes. Regardez la deuxième et là, la troisième qu'on vient de percer vers le bas. Donc, il est fort probable qu'on voit le dollar américain continuer de descendre. Pourquoi? Ben, possiblement que c'est parce que la Banque centrale américaine a recommencé à racheter ses propres bons du trésor, comme fait la Banque centrale européenne qui a dilué la valeur de l'euro. Donc ça, c'est des milliards et des milliards de dollars qu'on dépense pour acheter ses propres obligations, pour empêcher un effondrement du marché de la dette, autant au niveau de la Banque centrale européenne, la Banque centrale japonaise. Et là, je pense que derrière les rideaux, la Fed est en train de faire ça parce que qui a racheté des bons du trésor américain de façon massive depuis le mois de juin? Ben, je connais pas vraiment d'entité assez stupide pour faire ça, sauf la Fed elle-même, pour sauver le marché de la dette. Et là, on a le épaule que je vous avais parlé, qui est en train de se faire. Mais là, aujourd'hui, on a un rebond miraculeux des taux d'intérêt 10 ans. On va voir si c'est un retest et puis on s'en va plus bas. On va le savoir dans les prochains jours. Mais si les taux d'intérêt 10 ans, 2 ans s'en vont vers le bas, c'est vraiment une bonne chose pour les actifs à risque. Mais là, encore une fois, il y a d'autres éléments qu'on va aller voir plus tard dans la vidéo qui nous dit que peut-être va falloir faire attention pour les prochaines semaines. Bon, parlons de ce qui s'est passé la semaine passée. La Fed a augmenté les taux d'intérêt de 0,75%. Donc, les taux d'intérêt à la Fed sont maintenant de 2,5%. Et miraculeusement, après la rencontre de la Fed, les marchés ont tous explosé à la hausse. Tout était dans le vert. Comme on voit ici, le marché des actions, le S&P 500. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que le marché déteste l'incertitude. Et là, il y a tellement de capital de côté en ce moment qui attendent juste que la Fed nous dise que c'est terminé l'augmentation des taux d'intérêt, puis que la Fed commence à réimprimer de l'argent pour que tout ce capital-là de côté rentre dans le marché de nouveau. Et ça va créer des montées extrêmes sur le marché des actions, tous les actifs à risque, les crypto-monnaies. Donc, c'est juste ça que le marché attend. Et là, on a des bonnes nouvelles de ce côté-là parce que notre bon ami ici, Jérôme Powell,
qui est l'empereur de la planète, la créature qui dirige la Banque centrale américaine, qui nous a dit que l'augmentation des taux d'intérêt à 2,5% était maintenant neutrale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Fed n'a plus de cible d'augmenter les taux d'intérêt. Ça veut dire que selon Jérôme Powell, des taux d'intérêt à 2,5%, lorsqu'on a une inflation de 9%, c'est parfait. C'est comme ça que ça devrait être. On est arrivé à la ligne parfaite. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Et là, il nous dit que les prochaines augmentations de taux vont être dirigées par les données, donc ça va être data dependent. Donc ça a été un excellent signal pour dire qu'il va peut-être rester une seule augmentation de taux en septembre et après, on risque d'avoir plus aucune augmentation de taux. Et même si on regarde, donc pour septembre, on parle d'une petite augmentation de taux d'intérêt. Selon les probabilités, on verrait les taux d'intérêt se stabiliser à la fin 2022 et ensuite, à partir de la mi-2023, les taux d'intérêt commenceraient à descendre. Et comme on le sait, le marché aime pricer d'avance les choses. Donc ça veut dire que la peur maximale du fait que Jérôme Powell et la Fed continueraient d'augmenter les taux d'intérêt et de vendre leurs actifs, ben c'est fini. On a un vent de changement. À partir de maintenant, on n'a plus la peur maximale que la Fed va continuer son scénario de contraction. Donc à partir de là, c'est une bonne chose pour les actifs à risque. Donc maintenant, est-ce qu'on est en récession ou non? Ça, c'est la question que tout le monde se pose, parce que c'est complètement ridicule qu'est-ce qui s'est passé. Une journée ou deux avant l'annonce du PIB américain qui disait que si les États-Unis étaient en récession ou non, on a eu la Maison-Blanche qui a changé la définition d'une récession. Habituellement, c'était 2 trimestres consécutifs avec une croissance négative, et puis tout à coup, on nous dit que c'est pas ça, ça prend d'autres données, parce qu'on sait que le PIB était négatif encore pour ce trimestre-ci. Donc, normalement, depuis les 100 dernières années, on est en récession au niveau des États-Unis. Mais là, cette année, comme par miracle, ce n'est pas une récession. Ça vous rappelle des choses? On essaie de vous faire croire que vous voyez devant vos yeux, que ce n'est pas la vérité. Donc, Biden, le président Joe Biden, que vous connaissez, qui semble avoir des difficultés au niveau cérébral, nous dit qu'il rejette le fait que c'est une récession, même si on est dans une économie en contraction. Mais bon, la seule chose qui fait que ce serait une récession différente des autres, c'est qu'on n'a pas un taux de chômage en augmentation exponentielle. Parce que si on regarde ici le taux de chômage aux États-Unis sur la charte que vous voyez, on est en descente ou plutôt plat. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on n'a pas des pertes d'emploi. Mais bon, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas de perte d'emploi dans l'économie actuelle? Ben, c'est les subventions gouvernementales, parce qu'on sait que le gouvernement américain, en Europe, au Canada, c'est toute la même chose. Il y a eu des subventions avec des taux d'intérêt très faibles qui ont été faites aux entreprises par le gouvernement pour maintenir leurs employés en place. Donc, si on n'avait pas ces subventions-là, est-ce que le chômage serait plus haut? Potentiellement que oui. Mais là, pour l'instant, le chômage est quand même à des niveaux très bas selon les statistiques, encore une fois, de la Fed, parce qu'on sait que ces statistiques-là, c'est jamais 100% la vérité et ils changent les méthodes de calculer quand ça leur convient, comme ils peuvent changer c'est quoi la définition d'une récession, la définition d'un homme ou d'une femme qui a été changée dernièrement, la définition d'un vaccin qui a été changé l'année passée, c'est toute la même chose. Donc pour l'instant, pas de récession. Vendredi, le 5 août, on va avoir les chiffres au niveau du chômage. Si on voit les chiffres commencer à monter au niveau du chômage, les discours risquent de changer au niveau de la Fed. Donc encore une fois, on va suivre ça avec intérêt. Et pourquoi est-ce que je suis la Fed maintenant? C'est pas parce que j'ai du plaisir à faire ça. C'est parce qu'on n'a pas le choix. La Fed, c'est une poignée de personnes non élues qui dirigent les politiques monétaires de toute la planète actuellement. Donc, on n'a pas le choix de suivre ça. Il n'y a aucun libre marché. Dans un monde idéal, ce serait un libre marché, mais là, on l'a pas. Donc, on doit écouter ces personnes-là qui dirigent l'économie mondiale. Donc, si on a une récession qui commencerait au prochain trimestre, peut-être au 3e trimestre cette année, mais normalement, dans toute l'histoire des marchés, voici ce qui s'est passé. Ça, c'est une charte de Laetitia Bonaventure. Merci en passant. On voit ici que le S&P 500 descend pendant 6 mois avant qu'on officialise la récession. Et une fois que la récession est officialisée par les autorités, le marché continue de descendre. Donc, si on entre en récession au 3e trimestre l'année prochaine, ça se peut que les marchés continuent de descendre. Faut être conscient de ça. Et que une fois qu'on dit que ce n'est plus une récession, les marchés ont déjà recommencé à monter. Donc, quoi qu'arrive en ce moment,
soit qu'on a des opportunités d'achat massives maintenant puis qu'il n'y a pas de récession, ou si on tombe en récession dans les prochains mois, ben il va y avoir des opportunités encore meilleures plus tard, donc c'est important de se garder du capital de côté, tout simplement. Bon, maintenant dans la rubrique prochaine crise qu'on va parler dans tous les médias, ben là on a la Chine, Taïwan. Pour vous montrer où est-ce qu'est la Chine versus Taïwan, si vous ne le saviez pas, on voit ici la Chine. Et Taïwan, c'est l'île juste ici, que la Chine aimerait contrôler étant donné la situation géographique, là, que c'est juste à côté, ça leur permet un accès à tout l'océan Pacifique, et que plusieurs pays se disputent. Et là, qu'est-ce qui arrive en ce moment? On a Nancy Pelosi, une autre créature, qui a été placée à la Maison-Blanche, on ne sait pas pourquoi. Puis, si vous me croyez pas que c'est une créature, ben écoutez un de ses discours, vous allez comprendre que cette personne-là n'a plus toute sa tête. Bon, cette personne-là est allée à Taïwan, et là, la Chine, selon les médias, est pas d'accord avec ça et annoncerait des actions militaires. Et on sait que ça fait longtemps que la Chine aimerait mettre la main sur Taïwan. Les États-Unis, le Japon veulent pas qu'ils mettent la main sur Taïwan, donc vraiment, on pourrait entrer dans un conflit militaire prolongé, ce qui permettrait à la Fed d'imprimer et imprimer et imprimer. Donc, ce serait pas surprenant que ça devienne un nouveau narratif de crise dans les prochaines semaines. Mais ce qui est mauvais, s'il y a vraiment un conflit militaire qui s'en vient à Taïwan, c'est que Taïwan représente 63% de toute la production de semi-conducteurs mondial. Qu'est-ce que c'est les semi-conducteurs, si je vous résume ça? C'est les puces qui permettent de faire fonctionner vos téléphones, vos ordinateurs, vos automobiles. On voit toutes les applications ici, les appareils électroménagers, le système bancaire, en fait, toutes les micro-puces. Maintenant, le monde fonctionne à partir de micro-puces. Donc, s'il y a un conflit militaire qui se passe à Taïwan, si vous attendiez votre nouveau téléphone ou votre nouvelle auto, ben ça risque de prendre du temps et du temps et du temps encore. Mais encore une fois, il n'y a rien qui est présenté dans les médias qui est 100% la vérité. Et bon, pour ajouter au puzzle, je vous laisse vous faire votre propre idée là-dessus. On se rappelle que il y a à peine quelques jours, la semaine passée, la Maison-Blanche a autorisé un bill de 280 milliards de dollars dans tout ce qui était les puces, les semi-conducteurs. Donc, le timing est intéressant quand on réfléchit à ça. Et en passant, un autre 280 millions de dollars qui a été imprimé à partir de rien pour donner à des compagnies privées que les Américains vont devoir payer au fil des prochaines années. Je vous dis ça comme ça, rappelez-vous que c'est comme ça que ça marche avec les banques centrales. Ils donnent l'argent à leurs amis et le peuple doit payer. C'est toujours la même façon. Donc, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Ben, on va suivre avec intérêt. Donc, voilà les guerriers, en résumé, en ce moment, le Bitcoin est dans un range. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Pour l'instant, j'accumule tranquillement des positions. De l'autre côté, on a la Fed qui commence à nous dire qu'ils vont être de moins en moins restrictifs dans leurs actions. Donc, les taux d'intérêt risquent d'augmenter beaucoup moins rapidement, se stabiliser. La Fed risque d'arrêter de vendre des actifs, recommencer à imprimer, comme qu'on voit sur l'image ici. The printer is coming. L'imprimante s'en vient. Donc, éventuellement, ça peut être très bon pour les actifs à risque, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de capital de côté en ce moment qui attend juste certains indicateurs au niveau de la Fed avant de rentrer dans le marché, parce qu'on sait que qu'est-ce que le marché aime le moins, c'est l'incertitude. Et une fois qu'il n'y a pas d'incertitude, ouf! Et là, on le sait qu'il y a du capital énorme de côté, que lorsque la Fed va dire qu'elle recommence à racheter des actifs, ben, la parade va recommencer. C'est une question de semaines ou mois rendus là. D'un autre côté, on a une récession qu'on se fait dire que c'est pas une récession, et ça peut durer comme ça encore longtemps, donc on va suivre ça, tout simplement. Et finalement, on a Taïwan, qu'on se fait dire qu'il y aurait potentiellement un conflit entre la Chine et les États-Unis, qui pourrait se développer. En tout cas, les tensions sont en train de monter, donc il faut quand même suivre ça. Mais encore une fois, rappelez-vous que tout ce qui est mis devant vos yeux par les médias, c'est pas nécessairement la vérité. Donc, il faut garder l'esprit ouvert. Et pour terminer, j'aimerais vous dire, les guerriers, la façon de gagner dans un monde actuellement, il y a de plus en plus de tensions, et qu'on voit de plus en plus des gens qui vont pas bien, là. La façon de gagner, c'est de s'arranger pour aller bien dans notre tête et dans notre corps. Si vous réussissez à être heureux dans le monde actuellement, vous avez gagné. Et ça va affecter les gens autour de vous, et c'est comme ça qu'on va rendre le monde meilleur. Donc, je vous encourage à faire ça. Et la prochaine vidéo, je vous recommande de pas la manquer parce qu'on va parler de mes erreurs que j'ai faites depuis les 2-3 dernières années, les leçons que j'ai apprises et les bons coups que j'ai faits pour se préparer au prochain marché haussier. Donc, si ça vous intéresse,
Laissez-moi savoir dans les commentaires. Et tout le monde, je vous dis, passez une belle journée et on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde, bye bye!